Chers collègues, je vous propose maintenant de passer à la première conférence que l'on va avoir dans cette semaine de la pédagogie. Et j'ai le plaisir d'introduire en quelques instants la conférence de notre collègue André Tricot. Bonjour André, un grand merci à toi d'être présent avec nous pour cette conf introductive. Alors André Tricot est professeur des universités en psychologie à l'université de Montpellier et il a été un des tout premiers en France à travailler sur la théorie de la charge cognitive. Il a travaillé avec John Sweller et il a, ça fait, je dirais, au moins 2 décennies, puisque moi, je me rappelle quand j'étais en thèse, j'avais lu tes premiers papiers, c'était début des années 2000, donc je pense que ça fait à peu près 2 décennies que tu travailles sur la question. Et voilà, donc c'est une vraie chance qu'on a d'avoir André qui vient nous parler l'hétérogénéité et l'adaptation des exigences de la tâche avec euh, comment dire en background, en arrière-plan théorique, toute cette question de la charge cognitive. André est aussi mène aussi des recherches sur le numérique en éducation, donc peut-être que ça va émailler un petit peu la conférence. Donc voilà, André, je vais pas prendre trop de temps, je vais pas te manger ton temps. Je sais que voilà, on a toujours peu de temps quand on est conférencier. On a jusqu'à 12h30, conférence et échange avec notre conférencier comprise. Donc je te donne la parole avec grand plaisir. Et voilà, the floor is yours. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour ton accueil. Bonjour, Pascal. Bonjour, à toutes et à tous. Merci de m'accueillir parmi vous. On avait pensé au départ que je pourrais venir à Grenoble et puis avec les cours que j'ai cette semaine, on n'a pas réussi. Donc voilà, je regrette de ne pas pouvoir être avec vous physiquement, mais en tout cas virtuellement, je le suis. On a préparé le contenu de cette intervention ensemble et donc je vais essayer de parler de cette histoire d'adapter temporairement les exigences de la tâche, comme Jérôme l'a dit, selon une perspective de charge cognitive et dans le cadre général de cette semaine consacrée à l'hétérogénéité. Effectivement, quand on parle d'hétérogénéité, c'est pas facile parce que bien entendu tous les élèves sont différents. Il n'y a pas de souci avec ça. L'hétérogénéité, si c'est juste le fait que les élèves sont différents, ben en soi c'est pas du tout un souci. Mais ce qui pose problème, c'est plutôt l'hypothèse selon laquelle si le même enseignement est donné à tous les élèves d'une classe hétérogène, alors cet enseignement uniforme pourrait être générateur de difficultés, voire d'échecs graves pour une partie des élèves, que ce soit par exemple les meilleurs ou les moins performants. Et en face de ça, on a un résultat solide, bien connu dans la littérature internationale, c'est que l'effet des classes multiniveaux sur les performances, donc classes hétérogènes s'il en est, l'effet des classes multiniveaux est absolument nul, il est ni positif ni négatif. Son effet sur les performances des élèves est égal à 0. Dans les discours sociaux sur l'hétérogénéité scolaire, on a effectivement cette question de l'hétérogénéité qui est très importante quand on tient un discours égalitaire avec l'idée que il faut pas faire de classe de niveau, l'idée qu'on a un collège unique, l'idée de la réussite pour tous. Et pourtant, dans les enquêtes auprès d'enseignants, la grande hétérogénéité est un sujet de plainte, de difficultés professionnelles importantes. Là, je fais référence à l'enquête qui a été faite par Jean Ravenstein avec ses collègues à Marseille, donc auprès de 8400 enseignants.
les travaux plutôt en sociologie de l'éducation montrent que les parents de catégories socio-professionnelles élevées sont assez obsédés par l'hétérogénéité, avec une peur qui est assez difficile à expliquer si mon enfant se retrouve avec des élèves beaucoup moins bons que lui, peut-être une peur de la contamination, une perte de temps scolaire. Et d'ailleurs, en méconnaissant un effet solide qui est l'effet Big Fish in Small Pond, qui montrerait plutôt que c'est avantageux pour un enfant qui réussit scolairement de se retrouver avec une classe où les autres élèves sont moins bons que lui. Mais en tout cas, c'est une vraie préoccupation des parents. Ce qui est assez amusant chez nous, les profs, et je me mets dans le lot, c'est que parfois, il y a une petite contradiction entre le discours égalitaire que nous avons en tant que professionnels et notre attitude en tant que parents dans les choix d'établissement. L'idée que finalement, on ne s'est toujours pas départi d'un discours critique sur le collège unique qui porterait à lui tout seul tous les maux. Et il faut bien dire qu'en l'état actuel des connaissances et des dispositifs en France, les résultats de ces différentes solutions à la gestion de l'hétérogénéité ne sont pas du tout à la hauteur, loin s'en faut. Comme question de recherche, cette fois-ci, l'hétérogénéité est effectivement un objet important depuis une bonne cinquantaine d'années, avec des questions comme les groupes homogènes sont-ils plus efficaces que les groupes hétérogènes? Est-ce que on peut évaluer les effets de l'hétérogénéité au niveau individuel ou est-ce qu'on peut uniquement l'évaluer au niveau collectif? Est-ce qu'il y a un niveau d'hétérogénéité optimal? Quels sont les facteurs qui ont un effet sur l'hétérogénéité, et pas que les facteurs sociaux ou psychologiques, mais aussi des facteurs didactiques. Les résultats classiques dans ce domaine, j'insiste sur le classique avec le livre de Marcel Craé, par exemple, montre assez clairement que l'homogénéité a des effets qui sont variables et en moyenne nulle. J'insiste sur en moyenne nulle. Cette moyenne nulle cache en réalité des effets. Donc l'homogénéité, c'est quand on fait des classes de niveau, par exemple. A des effets fortement négatifs chez les élèves faibles et des effets faiblement positifs chez les élèves les plus performants. Au contraire, laisser une plus grande hétérogénéité aboutit à plus d'équité, c'est-à-dire une réduction de la variance dans la distribution des performances et plus d'efficacité. La progression moyenne est plus forte. C'est ça, on va dire, le tableau général des résultats classiques, tels que compilés en français par Marcel Craé, mais bien entendu une littérature pléthorique sur ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur le sujet des résultats très récents, notamment avec les travaux de Julien Grenet et d'Élise Huillery. Il y a une note du Cézanne d'avril 2023 qui synthétise ces travaux à partir des expérimentations in vivo. Hein, donc là, on était véritablement dans des établissements scolaires, voire dans des villes, avec notamment à Paris, à Toulouse, à Brest, à Nancy, enfin, bref, dans tout un tas de villes où on a agi sur la carte scolaire, soit avec des dispositifs de montée alternée. Par exemple, on prend les élèves de deux collèges, tous les élèves de 6e et de 5e sont dans un collège, les élèves de 4e et 3e sont dans l'autre, ou alors les 6e et les 4e sont dans un collège, les 3e
et cinquième dans l'autre, des mesures de l'effet de fermeture ou d'ouverture d'établissements scolaires en fonction de données, surtout d'organisation des quartiers dans la ville, voire des résultats sur des modifications de la carte scolaire. Ces résultats extraordinairement intéressants, et j'insiste, hein, c'est bien des résultats sur des études post-2015 et synthétisées très récemment, ne montrent aucun effet significatif sur les performances, donc aucune baisse ou aucune amélioration des performances chez les élèves les plus performants comme chez les élèves les moins performants. Il y a un effet positif qui est obtenu, c'est du côté du bien-être personnel, du bien-être social, et cet effet positif est observé chez les élèves de milieux défavorisés comme chez les élèves de milieux favorisés. Et contrairement à ce qui était attendu, il n'y a pas dans les études qui ont été, dans les populations qui ont été analysées, pardon, d'augmentation de l'évitement vers des collèges qui relèvent de l'enseignement privé. Et donc, on a en plus de ça des recherches qui sont moins au niveau des établissements, mais au niveau des pratiques de classe, qui montrent que quand on adapte les objectifs, hein, c'est-à-dire on a des objectifs d'apprentissage plus élevés pour les élèves les plus performants et moins élevés pour les élèves les moins performants, ça amplifie les différences. Donc, au lieu de réduire l'hétérogénéité, ça accroît l'hétérogénéité, que l'adaptation des méthodes est un domaine pas du tout clair, mais c'est bien là-dessus que je vais essayer de vous présenter des données détaillées, que adopter le temps, hein, c'est-à-dire donner plus de temps d'apprentissage aux élèves les plus fragiles, ça produit parfois des bons effets, mais parfois des effets inverses, avec l'idée que si c'est donner plus de temps pour refaire la même chose qui n'a pas marché, ça sert à rien. Il y a toutes les stratégies de gestion de l'hétérogénéité basées sur une individualisation très sérieuse, fondée sur un diagnostic solide, qui est typiquement le travail que font, il faut dire, faisaient les RASED, qui donnent des résultats positif. Et puis, bien entendu, ne jamais oublier que la pédagogie de la maîtrise, hein, par exemple, le truc qu'on connaît quand même depuis Benjamin Bloom, euh, donne de bons résultats au niveau d'une classe entière, hein. Donc, autrement dit, une des meilleures façons d'aider les élèves les plus en difficulté, c'est pas forcément de construire des dispositifs spécifiques pour eux, mais ça peut être de bien enseigner à tous les élèves de la classe. Il faut rappeler ce résultat qui est ancien, mais toujours important. En psychologie, bien entendu, on s'intéresse aussi à cette question de l'hétérogénéité, avec des sources d'hétérogénéité qui sont extrêmement variées. Et ici, je n'en ai mis que quelques-unes. Autrement dit, tout ce qui permet aux élèves d'être différents est absolument plurifactoriel et dans des domaines très, très hétérogènes entre eux. Et enfin, des résultats sur des sources plus externes, donc qui sont pas au niveau de l'élève, mais de la relation entre l'élève et l'école, où l'élève et l'enseignante montre aussi, ou l'élève, la famille et l'enseignant, l'élève, la famille et l'école, montre aussi que les sources d'hétérogénéité sont extrêmement nombreuses et variées. Autrement dit, quand on regarde la littérature sur l'hétérogénéité scolaire, on voit que c'est un sujet qui n'est pas simple, qui est extrêmement bien documenté et depuis longtemps, mais qui, clairement, on pouvait s'y attendre, vous allez me dire, est un sujet multidimensionnel avec une dimension politique évidente,
de politique éducative, une dimension au niveau des établissements, une dimension au niveau des classes, une dimension au niveau vraiment des pratiques de classe et bien entendu au niveau des élèves et de leur famille. Donc, on mentirait en disant que l'hétérogénéité est un sujet pour lequel on a bien identifié les leviers sur lesquels agir de façon efficace et définitive. Ce que je vais vous présenter, c'est une perspective parmi d'autres. Bien entendu, elle est limitée, qui est la perspective de la théorie de la charge cognitive, puisque Jérôme a eu la gentillesse d'évoquer en introduction, que c'est un domaine dans lequel je travaille maintenant depuis 25 ans. Dans cette perspective, on considère que les apprentissages scolaires sont secondaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intuitifs, ils ne relèvent pas de l'adaptation des enfants à leur environnement, mais au contraire, ils sont spécifiques. Ce qu'on apprend à l'école, on n'apprend pas ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que les écoles existent. Ces apprentissages scolaires, ils sont spécifiques. On a du mal à observer des élèves qui sont capables de transférer ou de généraliser leurs connaissances si ce transfert, cette généralisation n'est pas accompagné par une enseignante ou un enseignant. Et surtout, le fait que les apprentissages scolaires sont coûteux. Ils nécessitent des efforts, ils nécessitent du travail, ils nécessitent du temps, ils sont extraordinairement lents par rapport aux apprentissages adaptatifs. Du coup, ils nécessitent un fort engagement cognitif, une motivation pour les apprentissages. Et dans bien des cas, la motivation des élèves, la motivation intrinsèque n'est pas suffisante. Sans le soutien motivationnel de la famille, des enseignants, des enseignantes, des pairs, il est extrêmement difficile d'apprendre. Une autre chose qu'on voit dans la théorie de la charge cognitive et qui est vraiment le point central et qui va être le fil rouge de ma présentation ensuite, c'est que pour les apprentissages, on peut distinguer la tâche, ce qu'on fait faire aux élèves, qui est donc le moyen d'apprendre, et la connaissance que les élèves vont construire grâce à cette tâche. Et ça, c'est bien le but. Donc, on peut distinguer l'apprentissage de connaissances. Par exemple, avant, je ne comprenais pas le théorème de Pythagore. Maintenant, je comprends le théorème de Pythagore. J'ai modifié ma connaissance. Ou avant, je ne savais pas résoudre ce type de problème. Maintenant, je sais résoudre. Donc, il y a bien un apprentissage, un changement de connaissance. Et que ça, il est intéressant de le distinguer de l'activité, c'est-à-dire ce qu'on fait faire aux élèves. Par exemple, étudier un texte, par exemple, écouter une explication, par exemple, résoudre un problème pour changer cette connaissance. Et cette distinction est extrêmement importante. Tout ça alors que il y a des effets sur la représentation de soi chaque fois que j'apprends et chaque fois que j'apprends, ça mobilise la représentation que j'ai de moi-même, de la tâche et les croyances que j'ai à propos de moi-même et de la tâche. Ça, c'est la contribution absolument essentielle de la psychologie sociale à l'analyse des difficultés scolaires, qui est tout aussi importante que ce que je suis en train de raconter. Et tout ça se passe dans un contexte dans lequel ces apprentissages, les apprentissages scolaires, se caractérisent par le fait que ils n'ont pas d'utilité immédiate. On apprend à l'école pour des connaissances qui vont prendre sens dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir. Les connaissances qui sont immédiatement utiles, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour les apprendre. Hein. Il n'y a pas de cours de PlayStation à l'école. Donc, une façon, on va dire, un point de vue de la psychologie cognitive sur les apprentissages scolaires, c'est de considérer que réussir les apprentissages scolaires, c'est réussir 4 défis. Le premier, c'est le défi de l'engagement.
pour réussir à apprendre, il faut s'engager cognitivement dans la tâche. Il faut être prêt à fournir des efforts. Il faut, et c'est le deuxième défi, se concentrer. On pourrait dire ça autrement. Il faut mobiliser une attention volontaire pour apprendre. On n'apprend pas sans cette attention volontaire. Et puis, comme je viens de le dire, pour apprendre, il faut réaliser une tâche. Par exemple, résoudre le problème que mon professeur vient de me donner. Par exemple, étudier le tableau de données que mon professeur vient de me donner, comprendre le texte qu'on vient de me donner. Et ça, la réalisation de la tâche est fondée sur des processus métacognitifs, c'est-à-dire des connaissances que les élèves ont à propos de comment on réalise une tâche de résolution de problème, comment on réalise une tâche d'étude de tableau de données, comment on réalise une tâche de lecture et de compréhension de texte. L'idée étant, comme je viens de le signaler, que ça, bien entendu, ça n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est pas de réaliser la tâche, l'objectif, c'est d'apprendre. Autrement dit, il faut que, à travers cette activité, par exemple de résolution de problème, je comprenne telle chose, telle notion. Il faut que je découvre telle propriété. Il faut que je renforce tel savoir-faire. Il faut que j'élabore tel concept. Et ce qu'a montré la théorie de la charge cognitive, en réalité, c'est très simple, c'est que parfois, il y a une concurrence entre les ressources cognitives mobilisées pour réaliser la tâche et les ressources cognitives mobilisées pour apprendre. Parfois, la tâche, réussir la tâche, qui encore une fois n'est pas l'objectif de l'école, hein. L'objectif de l'école, c'est d'apprendre. Réaliser la tâche, ça n'est que le moyen. Parfois, réaliser la tâche est tellement exigeant, il y a tellement de ressources que ça c'est au détriment des ressources pour apprendre. C'est en quelques mots ça, la théorie de la charge cognitive. Le fait que parfois, le moyen, qui n'est que le moyen, mobilise tellement de ressources cognitives que c'est au détriment du but, la tâche, au détriment de l'apprentissage. Pour le dire avec les mots de la théorie de la charge cognitive, dans toute situation d'enseignement-apprentissage, on peut distinguer la charge essentielle, c'est-à-dire l'exigence de la tâche, les ressources cognitives des élèves pour apprendre, pardon, hein, c'est pas pour la tâche, c'est pour l'apprentissage. La charge intrinsèque, qui sont les ressources pour réussir la tâche. Hein, donc là, ce que je viens de vous dire, c'est exactement ça. La charge essentielle, c'est les ressources pour apprendre, l'effort que coûte l'apprentissage, la modification de connaissances. La charge intrinsèque, la charge, les efforts du côté de la réalisation de la tâche. Et la charge extrinsèque, c'est tout ce qui est dévolu au traitement des informations inutiles, à tout ce qu'on a mis dans la situation, tout ce qu'on a mis dans le manuel scolaire, alors que ça ne concerne pas directement les apprentissages. On va dire que c'est tout le superflu. Donc, dans toute situation d'apprentissage scolaire, les élèves vont mobiliser des ressources pour apprendre, des ressources pour réaliser la tâche et des ressources pour traiter les informations superflues, celles que l'on a mises dans la situation par erreur. Ce que dit la charge cognitive, la théorie de la charge cognitive, c'est que parfois, la charge extrinsèque plus la charge intrinsèque, hein, la réalisation de la tâche, plus la charge extrinsèque, le traitement des informations superflues, sont tellement élevés qu'il ne reste plus de ressources pour apprendre. Je vais vous donner un exemple, et j'ai pris, je vais même vous montrer deux exemples, j'ai pris des travaux exprès, volontairement, qui ne relèvent pas de la théorie de la charge cognitive, mais des travaux qui se font avec un domaine
ce qu'on appelle la théorie du recodage sémantique, hein, d'Emmanuel Sander, de Hippolyte Gros, etc., avec lesquels on est justement en train de dialoguer pour regarder la compatibilité entre ces travaux et ceux de la théorie de la charge cognitive. Donc, au résultat, qu'on doit regretter Rémi Brissot, donc à l'époque où il collaborait avec Emmanuel Sander. On demande à des élèves de CE1 combien y a-t-il de gâteaux dans 3 paquets de 10 gâteaux ou dans 10 paquets de 3 gâteaux. On voit que si mathématiquement, de mon point de vue de prof, ces deux problèmes sont équivalents, le taux de réussite, lui, n'est pas du tout équivalent. À l'évidence, cette tâche-là est plus facile que cette tâche-là, ou cette tâche-là est incommensurablement plus difficile que celle-là. Et ce qui est intéressant, c'est que en fin de CE1, bien entendu, les élèves ont énormément progressé au cours de cette année-là, mais on conserve quand même une différence. Autrement dit, une tâche, et je parle bien de tâche, je ne parle pas d'apprentissage, une tâche, elle a une façon d'être présentée, une façon d'être formulée qui va générer plus de facilité ou moins de facilité chez les élèves. Ce qui est intéressant, c'est que la même équipe a récemment publié une série de travaux chez les adultes. Je vous laisserai résoudre ce problème si vous voulez reprendre les diapos. Ici, c'est une certaine façon de formuler un problème. Ici, c'est une autre façon de présenter le même problème. Les collègues, juste pour pas que vous preniez la tête avec ces problèmes-là, ce sont deux problèmes qui correspondent à 14 moins 2 égale 12, d'accord. Mais ce problème-là a une exigence, alors qu'on est bien dans les deux cas 14 moins 2 égale 12, ce problème-là a une exigence que celui-là n'a pas. Et les collègues se sont amusés à demander ça donc à des étudiants. Donc on est bien en post-bac et on est bien sur du 14 moins 2 égale 12. On voit que le premier problème, il y a un peu moins d'un élève sur 2 qui le réussit, étudiant sur 2, alors que le deuxième, on est à peu près à 80% de réussite. Ces deux problèmes génèrent des difficultés différentes et les collègues se sont amusés à demander à des élèves de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm en sciences de résoudre ces problèmes et on voit que donc des élèves qui maîtrisent 14 moins 2 égale 12, les élèves qui ont eu la première version du problème sont seulement 75% à le réussir, alors que quand c'est le deuxième problème, 95% à le réussir. Et les collègues ont théorisé ça d'une façon qui est, je trouve, extrêmement intéressante. Résoudre un problème, lire l'énoncé d'un problème, j'insiste bien encore une fois, on est sur la tâche, on n'est pas sur l'apprentissage. C'est un encodage, une compréhension, et cette compréhension du problème, elle passe par l'élaboration d'une compréhension en termes concrets, en termes de réalité du monde. Ici, on parlait de billes bleues, billes rouges. Ici, on parlait de train et d'heure d'arrivée. Donc, c'est ça, la représentation en termes de sémantique du monde, de la réalité. Et on doit élaborer une autre représentation qui est la représentation mathématique du problème. Et ici, 14 moins 2 égale 12. Et ce que montrent les collègues de façon extrêmement brillante, c'est, quel que soit le niveau des élèves, le fait que cette représentation sémantique, la représentation en termes de réalité, et la représentation mathématique, quand elles sont éloignées, les deux, quand elles sont non compatibles l'une avec l'autre, alors ça génère des difficultés. Au contraire, quand les deux sont plus compatibles, la résolution du problème, j'insiste pour la 40e fois, c'est bien de tâches dont je suis en train de parler, la résolution du problème est plus facile. Donc vous voyez bien que deux problèmes qui sont mathématiquement équivalents,
de tâches qui sont équivalentes au point de vue du domaine d'apprentissage qui nous intéresse peuvent être plus ou moins compatibles, donc imposer une charge plus ou moins importante selon la compatibilité avec la représentation, on va dire la représentation réaliste, hein, la représentation qui fait référence à la réalité. Voilà deux exemples qui montrent à quel point, selon à connaissance équivalente, à domaine de connaissance équivalente, à exigence en termes de connaissance, de savoir mathématique équivalente, le changement de tâche peut changer l'exigence de la tâche. Et donc, ce qu'on a fait dans le domaine de la théorie de la charge cognitive depuis une quarantaine d'années, c'est développer des techniques pour réduire la charge cognitive extrinsèque, donc essayer d'enlever les informations superflues, voire intrinsèques, c'est-à-dire des difficultés qui sont inhérentes à la tâche et qui sont inutilement, en gros, tous les cas où la tâche est inutilement exigeante, pour libérer le maximum de ressources cognitives pour la charge essentielle, c'est-à-dire pour apprendre. En Grande-Bretagne, il y a un centre national pour le développement professionnel des enseignants qui, en 2021, disait que c'est sans doute la théorie la plus importante à connaître dans l'exercice de ce métier. Et en termes d'impact dans la littérature scientifique, effectivement, Jérôme le disait, voilà, au début des années 2000, c'était encore assez confidentiel. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette théorie-là, c'était en 1995, donc c'était plus que confidentiel. Mais aujourd'hui, dans la littérature sur les apprentissages scolaires, c'est c'est de plus en plus cité. Si je reviens sur le problème là que je viens de vous présenter, ici, ce qui est très intéressant, c'est que ce problème-là est intrinsèquement plus exigeant que celui-là, mais parce que, je vous ai montré, la distance entre le codage en termes de réalité du monde et le codage mathématique est éloigné. Mais si vous revenez tout à l'heure sur cet énoncé, on voit que ce problème-là contient aussi énormément d'informations inutiles. Et donc, j'ai choisi cet exemple-là pour bien montrer que un même énoncé peut produire une charge intrinsèque, une exigence inutile, et une charge extrinsèque, c'est-à-dire des informations superflues qui ne visent, qui n'ont aucun lien avec l'apprentissage visé. Alors, voilà, alors, pardon, je précise, les techniques dont je vous parle, ont été obtenues dans des expérimentations randomisées contrôlées, où on va tester une façon de présenter un problème ou un support à des élèves qui vise à réduire la charge cognitive inutile. On va présenter à d'autres élèves par tirage au sort le même exercice, le même problème, le même document, mais sans les améliorations. Et donc, on va comparer si les élèves qui ont bénéficié du document dont on croit, de la présentation dont on croit qu'elle va améliorer l'apprentissage, si ça se traduit effectivement par un meilleur apprentissage, c'est-à-dire une différence entre un post-test et un pré-test, une différence entre une évaluation des connaissances avant l'apprentissage et une évaluation des connaissances après l'apprentissage. Donc, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le progrès des élèves, c'est-à-dire post-test moins pré-test, est plus important dans la condition où on pense améliorer les choses par rapport à la condition contrôle, c'est-à-dire la façon dont on présente les choses habituellement. Ensuite, on va répliquer cet effet avec des élèves d'âge différents, dans des disciplines scolaires différentes et dans des pays différents. Et quand on a les 3 réplications, on se dit qu'on tient quelque chose.
voilà un des exemples les plus connus et les plus anciens. Avec les élèves, on peut donner un problème résolu au lieu de donner un problème à résoudre, hein. Donc, ici, j'ai donné à mes élèves un problème à résoudre, hein, pour qu'ils mettent en œuvre la somme des angles du triangle et les angles opposés par le sommet. Mon objectif est donc procédural, hein, je veux qu'ils mettent en œuvre ces deux connaissances mathématiques. Ici, je leur ai demandé d'étudier un problème résolu. Étudier un problème résolu, c'est à l'évidence une tâche moins exigeante que résoudre le problème par soi-même. Ce qu'on fait dans ce type d'expérience, c'est que donc certains élèves tombent par tirage au sort dans la condition résoudre le problème, d'autres élèves dans la condition problème résolu. On va leur faire résoudre plusieurs problèmes ou étudier plusieurs problèmes résolus. Et puis, en fin d'apprentissage, généralement au bout de 4 ou 5 problèmes, on va leur faire un problème test qui se présente toujours comme un problème à résoudre. Et ce qu'on regarde, c'est est-ce que les élèves qui étaient dans la condition étude de problèmes résolus sont plus performants à la tâche de résolution de problèmes que ceux qui avaient le problème à résoudre pendant la phase d'apprentissage. Et ce que montrent les résultats de façon très têtue, on en est à plusieurs centaines de réplications, hein, de l'effet que je suis en train de vous montrer, c'est que avec les élèves les plus en difficulté pour l'apprentissage visé, la tâche d'étude du problème résolu permet un meilleur apprentissage. Mais donner des problèmes résolus à des élèves avancés, ça ne sert à rien. Au contraire, les élèves les plus avancés apprennent mieux dans des situations de résolution de problèmes. Et donc, on peut utiliser ce type de connaissances dans le cadre d'une gestion de l'hétérogénéité avec une adaptation temporaire de la tâche, puisqu'il s'agit de donner en début d'apprentissage aux élèves les plus en difficulté des tâches d'étude de problèmes résolus plutôt que des tâches de problèmes à résoudre. Bien entendu, quand on avance dans l'apprentissage, les résultats montrent que les élèves apprennent mieux si on leur donne non plus des problèmes résolus, mais des problèmes à résoudre parce qu'ils ont avancé dans l'apprentissage, ils ont étudié 2, 3, 4 problèmes et ils vont être capables de résoudre des problèmes par eux-mêmes. Je mentirais en disant que c'est une innovation pédagogique. L'étude de problèmes résolus est sans doute aussi ancienne que l'enseignement des mathématiques. En tout cas, ici, ce sont des tablettes qui ont été décodées assez récemment et qui montrent des problèmes mathématiques et l'explication de leurs solutions. Donc, on n'est sans doute pas du tout du côté de l'innovation pédagogique. Mais par contre, on travaille actuellement à la réplication de ces tâches d'étude de problèmes résolus dans des domaines différents, par exemple dans l'étude d'une langue étrangère, par exemple dans la formation des élèves à la rédaction de textes. Autrement dit, on sort du domaine des mathématiques pour aller vers d'autres disciplines scientifiques et à chaque fois, on obtient bien ces résultats positifs. L'effet du problème résolu est vraiment très, très solide. Je vous ai pris qu'un exemple détaillé, l'effet du problème résolu, mais ce qui est assez intéressant, c'est que les 15 effets qui ont été obtenus par la théorie de la charge cognitive obéissent toujours à cette règle qui est que baisser la charge cognitive temporairement, c'est pertinent pour les élèves les plus en difficulté. Pour les élèves les plus avancés dans l'apprentissage, réduire la charge cognitive, ça n'a aucun intérêt. Je précise quelque chose. Chaque fois, quand je parle d'élèves en difficulté, je parle bien d'élèves en difficulté pour l'apprentissage visé. Autrement dit, dans cette conception, dans la théorie de la charge cognitive, un élève n'est pas en difficulté
c'est être en difficulté, c'est pas une caractéristique de l'élève. Être en difficulté, c'est une caractéristique de la situation. Hein. Dans cette situation, tel élève est en difficulté. On a répliqué un des effets que je vais vous présenter avec des étudiants en deuxième année de médecine, hein, des étudiants absolument performants qui viennent de réussir un concours extrêmement difficile peuvent être en difficulté dans certains cours, tellement la quantité de connaissances à apprendre est faramineuse dans ces études. J'insiste sur le fait que c'est bien en difficulté pour l'apprentissage visible. Ben voilà, on a mis en évidence, découvert un certain nombre d'effets, comme celui de, plutôt que d'utiliser une consigne de résolution de problème, trouve la solution A, des consignes du type essaye de faire tout ce que tu sais faire, essaye de faire tout ce que tu peux faire. Ces consignes-là, qui sont beaucoup plus larges, donnent des résultats positifs. Et ce qui est intéressant, c'est que cet effet-là a aussi été découvert en psychologie de la motivation, hein, avec des consignes de type fais ce que tu peux faire, fais ce que tu sais faire, fais tout ce que tu sais faire. Alors que les formulations classiques sont plus efficaces pour les élèves les plus efficients. L'effet du problème résolu que je viens d'évoquer, il y a eu une méta-analyse de la littérature en 2023 sur l'effet du problème résolu, et vous voyez le dé de Cohen qui est assez joli, hein, puisque on s'approche du 0,6. Alors pour ceux qui sont pas familiers de cet indice statistique, c'est une taille d'effet, hein, c'est quand on compile les résultats empiriques disponibles sur un sujet, ici l'étude du problème résolu, et par convention, quand le dé est entre 0 et 0,2, on dit que c'est un petit effet. Quand on est entre 0,2 et 0,4, c'est un effet modeste. Et quand on dépasse 0,4, 0,5, on commence à avoir un effet intéressant. En éducation, c'est très rare d'obtenir des dés de Cohen à 0,8, alors que dans notre discipline, bien entendu, on l'obtient. Mais simplement pour dire, en éducation, quand on se rapproche de 0,5, 0,6, on est déjà très content. Intégrer physiquement les informations que les élèves vont mettre en relation, c'est-à-dire insérer le commentaire d'une figure dans la figure plutôt que le présenter séparé. C'est ce que font les enseignants dans leur classe, hein, c'est toujours essayer de présenter au tableau les choses en localisant le commentaire, par exemple en utilisant les doigts, des pointeurs, etc., en écrivant au fur et à mesure. Et cet effet-là, vous voyez, la taille d'effet est très jolie, c'est un effet très simple, l'intégration de l'information que les élèves doivent mettre en relation, qui est très puissant. Éliminer les informations inutiles ou décoratives, avec des effets qui sont assez faibles, mais cet effet-là qui est très très fort, hein, quand l'information décorative est multimédia, c'est-à-dire quand l'information décorative, il y a du son, il y a des images, ça bouge dans tous les sens. Ce qu'on trouve beaucoup dans les manuels scolaires électroniques. Le fait d'utiliser deux modalités, ça aussi, les enseignants dans leur classe le font tous les jours, utiliser la complémentarité entre la présentation auditive de l'information et la présentation visuelle de l'information. Hein. Contrairement au mythe, il n'y a pas des élèves qui apprennent mieux de façon visuelle et d'autres de façon auditive, mais c'est bien quand les enseignants utilisent de façon complémentaire la modalité auditive et la modalité visuelle qu'on obtient les résultats. Et là encore, regardez, la taille d'effet obtenue dans la méta-analyse est très jolie. Si l'information à présenter est complexe, si l'élève doit mettre en relation beaucoup d'informations avec beaucoup de liens, alors il vaut mieux présenter progressivement, partie par partie. Là, vous voyez, on a un effet qui est pas folichon, hein, puisqu'on est à 0,4. C'est bien, mais c'est quand même pas énorme. Peut-être, en tout cas, c'est ce on pense avoir montré dans une thèse, c'est parce que parfois, pour les élèves, c'est un peu too much enfin, c'est une mauvaise expression. C'est un peu trop peu de présenter d'abord les informations séparées quand ça fait perdre le sens de l'apprentissage. Donc, dans cette thèse, par exemple, on avait
on était dans des disciplines technologiques, les élèves devaient apprendre des systèmes complexes, par exemple un système de régulation thermique, et on se rend compte que c'est bien de présenter les différents composants d'un système et d'une régulation thermique, mais il faut d'abord que les élèves comprennent pourquoi ils apprennent ça. Autrement dit, ils ont bien besoin d'un objectif général d'abord, avant d'étudier partie par partie, et c'est peut-être ça qui explique la taille modeste de cet effet. L'effet de variété des exemples, qui est très intéressant, hein, dans une série de problèmes, dans une série d'explications, dans une série d'exemples, ce que vous voulez. L'idée, c'est de dire les deux premiers exemples, autant les prendre très proches l'un de l'autre pour que les élèves n'aient pas d'effort à fournir sur l'analogie entre les deux exemples. Les deux exemples sont tellement proches que j'ai juste à comprendre les deux exemples. Et c'est progressivement que dans les exemples, les exercices, les illustrations, ce qu'on veut, on peut introduire de la variété, c'est-à-dire quand les élèves ont commencé à bien comprendre, ils peuvent consommer plus de ressources, mobiliser plus de ressources pour comprendre les analogies et les différences qu'en début d'apprentissage, mais il n'y a pas encore eu de méta-analyse sur ce sujet-là. L'effet de disparition progressive du guidage, hein, qui est une sorte d'effet général qui résume un peu plusieurs effets que je viens de présenter. Les élèves ont besoin d'être solidement guidés en début d'apprentissage et au fur et à mesure qu'on avance, on fait disparaître le guidage. C'est bien entendu connu de tous, cet effet-là, et il y a une belle méta-analyse qui montre un joli effet. L'effet, alors ça ne nous concerne pas tellement, c'est plutôt pour on va dire, des étudiants en médecine, des étudiants en droit. Donc, on est plutôt dans le post-bac avec, vous savez, certains cours où les étudiants, pardon, n'ont pas le temps de comprendre. Il y a tellement d'informations qu'on n'a pas le temps de comprendre. Et parfois, il vaut mieux, dans un premier temps, mémoriser parce que comprendre, ça viendra plus tard. Alors que les élèves les plus avancés peuvent se consacrer à la compréhension tout de suite, mais clairement, peu de travaux là-dessus et pas de méta-analyse. Sur les pauses, le fait de ne pas présenter d'informations transitoires, c'est-à-dire l'utilisation de vidéos, l'utilisation de fichiers son, n'est pas un bon support d'apprentissage, en début d'apprentissage. C'est plutôt en fin d'apprentissage que les élèves peuvent comprendre des vidéos, comprendre des supports oraux, mais comme vous voyez, la supériorité des images statiques sur les images dynamiques est quand même assez faible. En réalité, je reviendrai si vous voulez sur les questions, ça dépend beaucoup du contenu de ce qu'on a à apprendre, notamment si on utilise la vidéo pour apprendre des notions ou si on utilise la vidéo pour apprendre des gestes, où là, on a un effet très positif. Le travail en groupe, hein, l'intérêt d'utiliser le travail en groupe que pour les apprentissages, pour les tâches et les apprentissages les plus exigeants. Quand un élève apprend très bien tout seul, travailler en groupe, ça ne fait qu'ajouter une charge cognitive supplémentaire. Donc, le travail en groupe est efficace quand il est nécessaire. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette littérature, on montre que quand ce travail en groupe est donc exigeant, parce que c'est bien quand c'est exigeant que ça vaut le coup de travailler en groupe, le fait de donner aux élèves un scénario de collaboration, c'est-à-dire expliquer aux élèves, voilà, pour résoudre ce problème ensemble, vous allez d'abord devoir grand 1 faire ça, puis grand 2 faire ça, puis grand 3 faire ça. Donc, le fait de scénariser ou de donner un script aux élèves, de donner un mode d'emploi du travail en groupe, améliore très notablement l'apprentissage, tout simplement en faisant baisser la charge cognitive. Ce résultat est bien connu, bien documenté. Il y a plusieurs méta-analyses sur le sujet. Sur le fait d'expliciter les liens entre les parties, de mettre en exergue ce qui est important. Là aussi, beaucoup de recherches hein, sur le pointage, sur la mise en exergue, sur la sélection de l'information à la place des élèves, avec un effet qui est bien, hein, sur 0,38, c'est quand même un bel effet,
mais pas si fort qu'on pourrait l'espérer, peut-être parce que techniquement, c'est assez difficile à réaliser. En tout cas, quand on conçoit des supports multimédia, les enseignantes et les enseignants dans leur classe font ça très très bien, avec notamment l'utilisation de leurs gestes et du pointage. Et enfin, le dernier, c'est l'effet des pauses pendant l'apprentissage. Le fait de donner plus de temps donne de très bons résultats. J'ai évoqué les étudiants en médecine tout à l'heure. Nous, on a, pendant le confinement, comparé la même vidéo de cours, c'est un cours de physiologie du rein, avec ou sans pause. Donc, une vidéo de 20 minutes comparée à une vidéo de 25 minutes. Les pauses qu'on insérait dans la vidéo étaient des pauses de 5 secondes, pas plus. Cette vidéo de 25 minutes obtenue à partir d'une vidéo de 20 minutes, on n'a pas touché un mot du prof. On n'a pas touché un seul détail des diapositives. C'était exactement la même vidéo de cours sur laquelle on a juste rajouté du temps. On a calculé post-test moins pré-test, nos gains d'apprentissage, et on a obtenu quasiment 34 ou 35% de gains d'apprentissage en plus, juste en insérant des pauses, juste en donnant un peu plus de temps pour travailler. Et la littérature est très têtue là-dessus, avec les élèves en difficulté, et je répète, un étudiant en médecine peut être en difficulté. On a de bons résultats quand on insère les pauses. Laisser aux élèves le soin de décider à quel moment ils font pause, ça marche avec les élèves très avancés. Avec les autres, ça marche pas. Ça ne fait qu'augmenter la charge cognitive, le fait de devoir décider à quel moment on fait pause, à quel moment on reprend, etc. Et donc là, nous, on est en train de travailler là-dessus à Montpellier. On a plusieurs études en cours sur cet effet très, très simple d'amélioration de l'apprentissage, juste en agissant sur des toutes petites pauses de quelques secondes. Et enfin, un dernier résultat que je voulais vous présenter, il n'a rien à voir avec la théorie de la charge cognitive, hein, c'est pas les gens de la théorie de la charge cognitive qui l'ont découvert, c'est Richard Meyer de l'université de Santa Barbara en Californie qui l'a découvert. L'effet de préapprentissage, hein, qui est d'une simplicité déconcertante, qui est, j'imagine, ce que vous faites tous dans vos classes tous les jours, mais commencer un cours en rappelant les définitions, les notions, les objets qui vont être évoqués lors de l'apprentissage, hein, autrement dit, aller prendre les connaissances qui sont déjà dans la mémoire à long terme des élèves et la mettre dans leur mémoire de travail, hein, donc réactiver les connaissances qui vont être nécessaires aujourd'hui, rappeler les définitions, les notions. C'est sans doute la chose la plus bête du monde, ça prend 1 minute et la taille de l'effet est absolument impressionnante. On améliore très, très, très fortement l'apprentissage juste en prenant ces 2 minutes pour faire ça. Donc voilà, ça fait 1 heure que je parle. Pour conclure, en France, les enquêtes le montrent de façon très têtue depuis très longtemps. L'écart entre les élèves les moins performants et les plus performants est très grand. C'est un des plus grands au monde, en tout cas chez les pays riches. Et chose importante, cet écart, il ne cesse de croître au cours de la scolarité. Hein. Il est plus important en CM2 qu'en CP. Il est plus important en 3e qu'en CM2. En France, il y a des classes de niveau. Les classes préparatoires aux grandes écoles, les SECPA, sont des classes de niveau. Ensuite, en classe, on peut, quand on essaye d'adapter les objectifs d'apprentissage en fonction du niveau des élèves, on ne fait qu'augmenter l'hétérogénéité. On peut, c'est ce que j'essaie de vous montrer, baisser temporairement l'exigence de la tâche sans toucher à l'objectif de l'apprentissage. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus et que les 15 exemples plus 1 à la fin montrent bien qu'on peut bien faciliter la tâche sans toucher l'objectif d'apprentissage et donc amener les élèves à apprendre alors que ils sont différents entre eux au début de l'apprentissage.
Et donc, ça peut passer par des groupes de besoins temporaires, j'insiste sur le fait de temporaire, comme ça peut passer par une adaptation des supports, mais une adaptation temporaire, par exemple en donnant des problèmes résolus à étudier à certains élèves, tandis qu'à d'autres élèves, on peut leur donner des problèmes à résoudre. Voilà, je vous remercie, j'espère avoir été clair, et puis maintenant je suis tout disponible si vous avez des questions.